Alors, il me semble que, dès lors qu'on veut, mettre à l'échelle ou transférer dans d'autres contextes, des interventions qui ont montré leur intérêt, leur pertinence, leur efficacité, leur capacité à répondre à des besoins, qui auraient été identifiés, se pose, un défi majeur qui est celui de la transférabilité. La transférabilité, c'est quoi? C'est la capacité qu'a ou qu'aurait une intervention à produire les mêmes résultats dans des contextes différents. Et sur cet aspect-là, depuis maintenant, je dirais, 10-12 ans, il y a de plus en plus de travaux scientifiques qui essaient de montrer à quel point la prise en compte de cette transférabilité est aujourd'hui le nœud du problème, dès lors que l'on veut, déployer, disséminer des interventions, de prévention. Et que cette question de la transférabilité, elle est pas si simple que ça, à étudier et à considérer, parce qu'elle invite aussi bien la communauté scientifique que la communauté d'acteurs ou de décideurs à considérer une chose qui est assez novatrice dans le domaine de l'évaluation, en santé publique, qui est le fait que ce n'est pas l'intervention seule qui crée l'effet, c'est l'intervention dans un contexte particulier. Et que donc toutes les stratégies d'évaluation qui visaient à isoler finalement cet effet de l'intervention sur un résultat pour dire, bah voilà, c'est cette intervention qui est probante, c'est cette intervention qui est validée, qu'il faut mettre partout pareil, et bien en fait, c'est en train de se déliter. Parce qu'on se rend compte que cette intervention, déjà, c'est pas un bloc, c'est fait de plein de petits ingrédients, que ces ingrédients, bah, ils vont pas s'implémenter de la même manière et qu'en fonction de ce qu'ils rencontrent du contexte, ils vont pas créer les mêmes résultats. Donc, l'enjeu, il est vraiment là aujourd'hui, c'est cette question de la transférabilité. Alors, si la question est celle de choisir, en fait, des interventions, parce que c'est un peu ça l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, bah, on peut pas ça vient aussi du contexte économique. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas continuer à faire des choses dont on ne perçoit pas l'utilité, la pertinence ou même leur capacité à être mises à l'échelle. Dès lors qu'il faut choisir, en effet, il faut s'imposer des critères. Moi, j'aurais envie, si je devais choisir, alors il y en a plein de critères et il y a plein de travaux sur cette question des critères. Moi, si je devais choisir 2 critères qui me semblent vraiment un peu fondamentaux dans les décisions qui sont à prendre en matière de déploiement des interventions. Le premier critère, il est lié au fardeau de santé qu'on rencontre aujourd'hui, et notamment derrière ces fardeaux de santé, celui des inégalités. Donc pour moi, sur la nature des interventions, le premier critère à considérer, c'est celui de la capacité d'une intervention à réduire ces inégalités sociales de santé. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est un vrai sujet politique, en fait, en matière de santé publique. Comment est-ce qu'on met en place des interventions qui réduisent des inégalités sociales de santé? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la plupart des interventions qui sont déployées, c'est des interventions qui sont bénéfiques à ceux qui en ont le moins besoin, en fait. Et dans un contexte économique où il faut faire des choix, bah, peut-être qu'on devrait vraiment s'intéresser aux interventions qui visent à réduire ces inégalités et qui répondent aux besoins de ceux qui en ont le plus des besoins. Donc ça, c'est un premier critère qui est plutôt lié à la nature des interventions elles-mêmes, parce qu'en réalité, tout ne se vaut pas. Et en prévention, bah, il y a des actions qui sont très bien, hein, qui fonctionnent, qui remplissent leur objectif, mais sur des populations qui ont déjà des ressources en fait pour faire face et pour se maintenir en bonne santé. Et du coup, par ce choix-là, on va mettre de côté toute une fraction de la population. Premier critère. Et le deuxième critère lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est que il faut choisir des interventions dont l'évaluation nous permet de dire en fait cette intervention elle fonctionne comme ça. Et donc dans tel ou tel contexte, il va falloir adapter cette intervention parce qu'elle ne fonctionnera pas de la même manière. Donc c'est vraiment là pour le coup en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure autour de la transférabilité. Là, on est plus sur un critère méthodologique de dire mais il faut que l'évaluation de cette intervention, elle nous renseigne sur la manière d'adapter cette intervention parce qu'on ne pourra pas la dupliquer à l'identique. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas dans la vraie vie. Les choses, elles vont bouger. Et donc, si on n'a pas ces éléments de compréhension de cette intervention, on va dupliquer des choses et de toute façon, ça ne marchera pas. Donc, l'investissement qu'on va mettre dans cette mise à l'échelle, ben, en réalité, il ne va pas porter ses fruits. Donc, pour moi, c'est vraiment ces deux critères-là. Un, sur la nature pour lutter contre aujourd'hui les problématiques et les grands enjeux de santé publique qu'on a autour des principaux fardeaux de santé qui sont les inégalités. Et l'autre, l'enjeu méthodologique pour que ce soit gagnant, en fait, ce transfert-là, et qu'on sache comment transférer,
Sinon, en réalité, ça va pas fonctionner. On sait déjà que ça va pas fonctionner et donc on aura mis des moyens, des ressources, de l'énergie, du temps sur quelque chose qui fonctionnera pas. Alors la question de la pertinence des critères, elle vient de là où on parle. C'est toujours dans ce sens-là. Les critères, la définition de probant, pas probant, prometteur, pas prometteur et notamment, tel que ça peut être, endossé, par l'agence, Santé publique France, elle est liée à une communauté de pensée, qui donne, l'essentiel de la qualité de la démonstration de l'efficacité au modèle expérimental. Donc ils parlent de là, en fait, à Santé publique France quand ils, définissent, en fait, ces critères-là et en gros, ce qui est probant, c'est ce qui a fait l'objet d'une démonstration de l'efficacité au regard d'un critère de jugement principal. Par exemple, un changement de comportement, le sevrage tabagique ou la perte de poids ou voilà. Au regard de ce critère de jugement principal, toutes choses étant égales par ailleurs, cette intervention est probante. D'ailleurs, ils utilisent aussi beaucoup le terme de valider. Voilà. Aujourd'hui, en rapport notamment à ce que j'évoquais, hein, sur les questions de la transférabilité, la probance, en fait, d'une intervention, elle est quand même très controversée. Parce qu'une intervention peut, par exemple, être probante, validée au regard de ce critère de jugement principal, mais avoir des effets délétères, par exemple, sur d'autres déterminants de santé. Et finalement, ne pas être favorable à la santé, parce qu'il va y avoir un transfert, en fait, sur d'autres déterminants de santé de manière délétère. Ou alors, elle peut être probante sur un individu standardisé, hein, c'est un peu le principe des essais contrôlés randomisés, c'est-à-dire qu'on évalue l'efficacité sur une moyenne, voilà, un individu qui est qualifié de moyen, mais ça va avoir aucun effet sur, par exemple, les populations précaires ou des populations qui ont tel ou tel parcours de vie, telle ou telle histoire, qui vont pas rentrer en fait dans cet individu moyen, qui vont pas se retrouver dans cet individu moyen. Et donc, du coup, est-ce que c'est probant ou pas probant? Parce que finalement, ça va marcher sur un individu moyen qui n'existe pas ou un individu qui a plus de ressources et qui va mieux accepter cette intervention et qui va mieux y répondre, et puis pas sur d'autres types de populations. Et donc, au regard des inégalités sociales de santé, bah, ça va pas être probant. Donc, vous voyez, la question du probant, pas probant, elle est vraiment souvent liée à un critère. Or, en santé publique, il faut qu'on embrasse plusieurs critères, en fait. Il faut que dans les évaluations, on considère plusieurs critères, les impacts négatifs, les impacts sur des fractions de la population, des impacts à long terme aussi, parce que ces évaluations expérimentales, elles sont menées à court terme, en fait. Est-ce qu'on a un résultat, voilà, après l'intervention? Mais est-ce qu'il se maintient dans le temps, ce résultat, dès lors qu'on appuie l'accompagnement? Donc cette notion de probant, pas probant, elle est limitée, en fait, à travers ça. Moi, j'ai envie d quand on me dit: «Mais pour vous», voilà, quand on me pose la question: «Pour vous, c'est quoi probant?» Bah, probant, c'est que ça répond aux besoins. La question qu'il faut se poser derrière, c'est quels sont les besoins, en fait? Quels sont les besoins pour tel type de population? Quels sont les besoins pour tel contexte? Quels sont les besoins par rapport aux inégalités, que le système crée, créant, entraînant les gens, en fait, dans des parcours qui, pour certains, vont être délétères et d'autres plutôt favorables à la santé? Donc je suis pas très à l'aise, moi, avec cette question du probant, pas probant, parce qu'en fonction de la focale qu'on va utiliser, quelque chose qui est probant ne va pas l'être sur une autre, voilà, sur un autre critère. Ensuite, la question du prometteur, moi, j'ai tendance à dire que dès lors qu'une intervention, atteint ses objectifs, que ce soit de l'encapacitation à pouvoir faire des choix, que ce soit, de pouvoir s'essayer à se sevrer, du tabac, de pouvoir réduire sa consommation d'alcool, de pouvoir, se remettre, dans une vie, plus active, bah, c'est prometteur. Après, comment est-ce qu'on met en place une machine, scientifique pour évaluer dans quelles conditions c'est prometteur, sur qui, comment, pourquoi et comment ça peut se pérenniser? Et c'est là que la science, elle peut être intéressante et essayer de qualifier ce prometteur de probant, en fait, en répondant toujours à cette question qui, pour moi, est vraiment la question fondamentale de ce qui est probant, pas probant. Sur quoi fonctionne cette intervention? Sur qui, comment, pourquoi, dans quelles conditions? Pour moi, c'est comme ça en répondant à cette question, qu'on peut dire: «Ouais, cette intervention, en fait, elle est probante».
Alors, je vais y répondre comme je la comprends, mais elle est large, mais elle est fondamentale, cette question. C'est-à-dire que dès lors qu'on va vouloir implanter des programmes sur des populations qui n'ont pas conscience que le besoin est là, ça ne va pas fonctionner. De la même manière, dès lors qu'on va vouloir implémenter des programmes sur un besoin spécifique qui n'est pas reconnu comme prioritaire par la population, ça ne va pas fonctionner non plus. Et donc, derrière ta question, alors je ne sais pas si je vais y répondre, du coup tu seras peut-être frustré, mais il y a une autre question qui est celle de la compétition des besoins. Et ça, c'est un peu fondamental. C'est-à-dire que les parents, ils ont peut-être pas conscience que le besoin de leur enfant est là, parce qu'eux-mêmes ont identifié d'autres besoins pour leur enfant qui ont besoin d'être satisfaits avant ça Et et oui. qui sont peut-être même des prérequis pour pouvoir, aborder, d'autres sujets et peut-être qu'eux-mêmes, ils ont des besoins qui ont besoin d'être satisfaits avant de pouvoir, s'attaquer à celui qui serait identifié sur les mathématiques, par exemple. Donc on voit bien qu'il y a ces choses-là, cette matière, elle est extrêmement complexe et que de vouloir parachuter des programmes sur les maths, voilà, heu, à des parents qui seraient, par exemple, complètement dépassés. Déjà parce qu'ils n'arrivent pas à gérer les émotions de leurs enfants, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs propres émotions et qu'ils culpabilisent. Ben ça fonctionnera pas. C'est la pyramide de Maslow, en fait, hein, c'est l'approche humaniste, en prévention. C'est partons déjà de rassurons les bases, en fait, consolidons, étayons les bases et puis petit à petit, on va pouvoir monter sur d'autres types, de besoins et c'est pour ça que, heu et dans la recherche, c'est assez nouveau aussi. Ce type de programme, ça peut pas se monter sans les parents et ça peut pas s'évaluer sans les parents, en fait et donc là aussi, ça oblige les acteurs et ça oblige les chercheurs à considérer que s'ils veulent trouver des solutions, validées pour répondre aux besoins, il faut déjà qu'ensemble, on soit bien d'accord sur les besoins et sur la base des besoins fondamentaux. Là, les parents, ils ont besoin de quoi d'abord les parents, en fait? Comment ils font pour pas être dépassés et une fois qu'on a consolidé ça, bah, petit à petit, rajouter des couches sur la littératie, sur la calculi, sur la gestion des frustrations de l'enfant, des choses de cette nature. On voit alors qu'on voit bien, hein, dans le modèle, français, mais je suis d'ailleurs pas sûre que ce soit que le modèle français, on a un peu des marottes comme ça, heu, on va faire un petit peu de ça, puis après cette année, on va faire plutôt un petit peu de ça et puis on va faire un petit peu de ça. Moi, j'ai mes filles, qui sont en école maternelle et je me rappelle avoir été, un peu choquée par le discours du directeur de l'école la première année où je les ai inscrites en petite section. Où il nous a dit: «Nous, cette année, ça va être les maths, parce qu'on a une circulaire, donc on va faire maths, maths, maths». Elle rentrait en petite section, hein. «On va faire maths, maths, maths. L'année dernière, c'était harcèlement, donc là, on n'aura plus le temps de faire harcèlement, on va faire maths». Je me suis dit: «Mais c'est quoi ça, en fait?» OK, les maths, c'est important, mais harcèlement, c'est important aussi, en fait et du coup alors c'est anecdotique, hein, mais on a un peu tendance à fonctionner, comme ça dans le modèle français et beh, peut-être qu'il faut étayer harcèlement avant de faire maths, en fait, parce que peut-être c'est lié aussi les 2, en Oui. fait. Voilà, donc c'est un peu je sais pas si je réponds à ta question, mais Si, moi si, je complètement. avec le cloisonnement des thématiques, je suis toujours un petit peu mal à l'aise parce qu'en réalité tout s'enracine dans la même chose, hein. Je je pense que, hem, aujourd'hui, on est dans une situation sur les questions de prévention, on est un peu au milieu du gué. C'est-à-dire que d'un côté, on a, un système de santé qui est quand même, en grande, grande, grande souffrance et donc il y a une espèce de convocation depuis quelques années, parce que c'est pas nouveau, ça s'aggrave d'année en année, mais c'est pas nouveau. Une convocation à aborder ce virage préventif, où il faut que tout le monde se mobilise autour de la prévention, les soignants, les non soignants et cetera et évidemment que ce virage préventif, il doit être pris. Mais si j'aurais un message à transmettre par rapport à ça, c'est d'autoriser dans ce virage préventif à voir la prévention de manière différente et ça va pas être très différent de ce que j'ai évoqué dans la réponse à tes questions, mais se dire que la prévention, c'est l'affaire de tous, comme l'éducation, c'est l'affaire de tous. Voilà. On a tendance à réduire l'éducation au milieu scolaire, par exemple, alors qu'en vérité, un enfant, il est éduqué par un village. Il est éduqué par tout le monde,
par d'autres enfants, par les voisins, par ce qu'il voit, à la télé, par ce qu'on lui lit le soir quand il s'endort, par évidemment, le milieu scolaire, mais par la nature aussi. Voilà, on est dans une perspective One Health. L'interaction avec la nature l'éduque. Donc en fait, c'est tout l'écosystème qui éduque un enfant et c'est tout l'écosystème qui va accompagner cet enfant dans des comportements qui vont être, protecteurs pour lui, et donc préventeurs, en fait, pour lui. Et et du coup, le message que j'aurais envie de faire passer, c'est de se dire: si on veut vraiment faire ce virage préventif, c'est pas en rajoutant des couches sur le système de soins, c'est pas en remobilisant des acteurs qui ont déjà beaucoup à faire dans le système de soins. C'est de se dire: «Mais voilà, comment est-ce qu'on mobilise l'ensemble de l'écosystème au profit de la prévention?» Et ça veut dire aussi, c'est un peu ce qu'on essaie de faire dans Happy, d'aller réinterroger la manière dont la société fait santé. Voilà. Et que tant qu'on ne prendra pas ce virage-là, réinterroger la manière dont la société fait santé, ben, on courra toujours après les dégâts qui sont faits par cette société, en fait. Et on sera toujours dans une politique de rattrapage, même si on l'étiquette préventive, pré elle est quand même de rattrapage. Quand on est obligé de faire de la prévention dans le système de soins, c'est qu'on a raté quelque chose. Parce que la personne, si elle arrive dans le système de soins, c'est qu'elle va déjà pas bien, en fait. Et donc, le message que j'aurais envie de faire passer, c'est: autorisons-nous à innover en matière de prévention, en réinterrogeant les politiques d'urbanisme, en réinterrogeant les politiques sociales, en réinterrogeant les politiques éducatives. Et je ne parle pas de l'éducation à la santé à l'école, je parle des politiques éducatives, la manière dont on traite les enfants dans les écoles, voilà, dans les programmes éducatifs. Et là, à mon avis, le virage, on va vraiment, vraiment le prendre et ce sera très efficace et très efficient. Il faut une vraie volonté politique, il faut pouvoir prendre des risques et voir les choses à long terme. Alors certes, ça fait beaucoup de critères là pour que ça fonctionne, mais je ne désespère pas qu'à un moment, on en prenne conscience et qu'on amorce les choses. Je vois, moi, des choses bouger au niveau national, sur ces sujets-là, dans les différents hauts conseils, dans les différentes agences. Je vois les collectivités territoriales prendre de plus en plus conscience de l'impact qu'elles peuvent avoir sur ces questions-là. Donc je suis assez optimiste, mais ça va nécessiter encore, de l'acculturation, du temps et puis en effet, comme tu le dis, de la volonté politique parce que les résultats, ils se verront à long terme et dès lors qu'on parle de politique, on est sur des approches, de mandat, en fait. Donc il faut voir au-delà du mandat. Ça, c'est sûr.